Bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue pour ce nouvel épisode 18 de Franchise QB. On se retrouve aujourd'hui après le flop hier pour débriefer toujours les performances des quarterbacks lors de la dernière semaine de NFL, la semaine 10. Et on a fait le flop hier, on se retrouve donc aujourd'hui pour le top. Alors le top, on va commencer tout de suite. Numéro 10 de ce top 10 de la semaine. J'ai placé Samuel. Samuel qui, malgré la défaite, est à 29 sur 44, 312 yards, 3 touchdowns, pas d'interception, un fumble perdu néanmoins. Euh, j'ai vu une stat passer qui est quand même pas inintéressante, c'est que Samuel est maintenant le meilleur passeur en termes de yards lancés cette saison en NFL. C'est pas rien dans un effectif de Washington qui est plutôt quand même relativement limité. En plus, en défense, ils viennent de perdre leurs deux pass rushers. C'est quand même pas rien, je trouve, de se retrouver avec cette stat-là. On a beaucoup critiqué Samuel, j'étais le premier, hein, je l'avais placé 30e, je crois, de mon power ranking d'avant-saison. Et malgré la défaite, voilà, ils sont tombés contre plus fort qu'eux. On reparlera de Geno Smith après, mais voilà, les Seahawks ont su appuyer sur l'accélérateur quand il fallait. Mais voilà, il continue quand même d'impressionner. Il trouve ses receveurs. C'est un bon lanceur. Il pourrait peut-être courir un petit peu plus. On a vu qu'il avait des jambes. Il a déjà marqué de touchdown à la course cette saison. J'ai le souvenir d'un en particulier. Non, j'allais dire contre les Cardinals, mais non, c'était un truc, je crois, où il avait l'autoroute ouverte et finalement il a passé pour un touchdown. Mais voilà, il pourrait courir peut-être un petit peu plus, mais tant que ça marche à la passe, pourquoi pas. J'alerte sur une chose quand même concernant Samuel, c'est que il concède beaucoup de sacs. Il concède beaucoup de sacs cette saison et du coup, ce qui est quand même inquiétant pour lui, c'est le niveau de cette ligne offensive. Je pense qu'il va gagner le droit à être prolongé l'année prochaine et en tout cas à ce que Washington ne se pose pas la question d'un quarterback à la draft, à moins qu'il y ait un échange, mais a priori il devrait repartir avec Samuel. Vu ses performances, ça me paraît quand même assez compliqué de changer. Voilà, il faut saluer la belle intégration de Benimi, hein. Benimi, le coordinateur offensif qui est arrivé des Chiefs et qui fait un super boulot avec cette effectif relativement limité parce qu'ils ont quand même un bon groupe de receveurs, notamment avec Terry McLaurin, mais tous contribuent. Quand c'est pas Dodson, c'est Samuel, etc. Donc Thomas également, Logan Thomas, le tight end qu'on voit un petit peu. Donc moi je pense que Samuel, voilà, il est sur la bonne pente, sur la bonne piste. Et attention parce que j'ai dit, hein, moi je vais vous dire franchement, j'ai pris avant le match d'il y a 2 semaines, j'avais pris Washington qualifié en playoff. Pourquoi? Parce qu'ils étaient cotés à 10 contre 1 et en gros il reste à peu près une place parce qu'on se doute bien que bon, il y a les 4 vainqueurs de division, on rajoute Dallas, on rajoute soit Seattle, soit San Francisco. Celui des deux qui gagne pas la division sera à mon avis qualifié en playoff. Et donc il reste une place et cette place ça part quand même pour être les Vikings, qui sont sur une bonne série. Mais attention à Washington, sur un malentendu, comme on dit, hein, on ne sait pas. Et avec une attaque qui performe autant, attention à eux. On passe au numéro 9. Et ben voilà, on a parlé de Samuel, je vais parler du vainqueur de ce match, et juste pour ça, je crois que je l'ai mis devant. Geno Smith, qui est à 31 sur 47, 369 yards quand même, 2 touchdowns, pas d'interception. C'était clairement pas le match de défense. On a vu en première mi-temps euh, que les comment dire que les attaques étaient un peu à la peine. Je crois que ça finit à 9-9 à la mi-temps ou quelque chose comme ça. Mais voilà, en deuxième mi-temps, les les attaques se sont réveillées, les défenses se sont un petit peu endormies, et notamment Geno Smith. Pourquoi je l'ai mis là? C'est parce qu'il a eu un drive pour la victoire, que j'ai trouvé très intéressant. Il trouve ses receveurs, Metcalf, Lockett, ça continue toujours à pas mal tourner. Smith Njigba se montre un petit peu, les tight ends sont là aussi. Attention au jeu de course qui est un petit peu éteint, mais en tout cas, voilà, Geno Smith, il a répondu un petit peu aux critiques, hein, qui lui étaient adressées, et il a fait un très bon match et une victoire pour les Seahawks.
Numéro 8, j'ai placé encore un quarterback qui a perdu, mais qui a fait un bon match. J'ai l'impression qu'on dit toujours la même chose avec lui chaque semaine, hein, Justin Herbert, 27 sur 40, 323 yards, 4 touchdowns, 41 ça ferait beaucoup, 4 touchdowns et une interception. Bah ouais, on dit la même chose chaque semaine en fait avec Justin Herbert, donc je vais pas m'étendre dessus. Il a un très bon niveau, il arrive bien à trouver ses receveurs malgré le fait que il y a un peu que Keenan Allen, Quentin Johnston, malgré le touchdown qui a marqué cette semaine, il déçoit un petit peu pour l'instant. Mais c'est toujours la défense qui pêche. La défense est à la ramasse. Euh, que dire, hein, à part. Ouais, voilà, il y a des individualités dans cette défense. Des individualités, je vais y arriver, dans cette défense, mais bon, que ce soit Deron James, que ce soit Joey Bossa, Khalil Mack. Donc cette défense, elle est capable de faire des choses, mais malheureusement, ça se traduit pas pour l'instant en résultat, en résultat sur le terrain, hein. Donc bah voilà, encore une fois, hein, la faute à la défense, mais un bon match de Justin Herbert. Attention, il commence à y avoir le feu dans la maison de Chargers et je ne serais pas étonné que Brandon Staley, le head coach, ne finisse pas la saison si ça continue comme ça. Septième, j'ai placé CJ Stroud. On commence à s'y habituer, 23 sur 39, 356 yards, un touchdown, une interception, un touchdown à la course et 2 fumbles perdus. Donc, en termes de turnover, attention, parce que c'était ce qu'on lui disait depuis le début de saison, que c'était un quarterback très propre, qui faisait avec ses moyens, mais surtout qui ne perdait pas de match. Et là, il commence à y avoir de plus en plus de turnover. Ça va aussi avec le fait que l'attaque déroule de plus en plus et que donc, voilà, c'est un peu proportionnel si vous voulez. On prend plus de risques, donc on va faire plus de yards et plus de points, mais on risque de commettre des turnovers. C'est la version soft de Josh Allen, si vous voulez. Et pourquoi j'alerte quand même, c'est que attention, parce qu'en le match, il l'avait dans les mains et en fin de match, il y a une interception qui peut coûter le match parce que Cincinnati se retrouve, ils doivent marquer un touchdown, c'est un drop absolument immonde de Boyd. Il marque un field goal et derrière, drive de la victoire, hein, game winning drive comme on dit, pour aller inscrire le field goal de la gagne. Donc voilà, si Stroud continue sa belle performance. Il joue les Cardinals cette semaine. Comme je disais, le seul danger pour CJ Stroud avec cette défense des Cardinals, c'est qu'il n'a jamais eu affaire en tant que rookie, donc il n'a jamais eu affaire à un cornerback aussi mauvais que Marco Wilson, et que donc de voir son receveur numéro 1 avec 10 yards de séparation à chaque snap, ça pourrait peut-être le déstabiliser. Je vois que ça pour déstabiliser CJ Stroud face à cette défense des Cards, mais attention quand même avec les turnovers, parce que les Cards ont récupéré Kyler Murray. Ils sont donc dans une, difficile de parler de dynamique, mais voilà, un état d'esprit toujours combatif. Ils prennent rarement des tôles cette année, à part les Niners et un peu les Ravens. Tous les autres matchs, c'était quand même assez serré. Donc ça pourrait être un match piège. Attention, mais évidemment, les Texans partent favoris de ce match contre les Cardinals. Numéro 6 du top 10 de la semaine, j'ai placé Baker Mayfield, 18 sur 29, 278 yards, 2 touchdowns, une interception. Pareil, on va pas faire très très long concernant Baker Mayfield parce que bah voilà, match propre, bonne défense en face. On a parlé de Will Levis hier. Le jeu de course commence un tout petit peu à se développer et lui il distribue, il fait tourner des yards pour notamment Mike Evans. Et du coup, bah voilà, ça fait un bon match, une victoire assez tranquille pour les Buccaneers qui commencent doucement à relever la tête. Et puis on le sait, hein, dans cette division, tout est possible. Euh, avec les Saints qui galèrent un petit peu, les Falcons qui ont perdu donc contre les Cards. Bon, les Panthers sont beaucoup plus loin et hors course évidemment, mais attention à ces Buccaneers qui ont de l'expérience. Baker Mayfield, quoi qu'on en dise, c'est un quarterback expérimenté, combatif. Donc là, ici, match très propre, rien à dire. Et voilà, on va leur souhaiter que ça continue pour la semaine prochaine. Alors, numéro 5, bah oui, il fallait quand même en parler. J'ai placé Josh Dobbs, 23 sur 34, 268 yards, un touchdown, pas d'interception, 44 yards à la course et un touchdown. Je me suis noté dans mes notes, j'ai marqué alors peut-être.
Alors peut-être, oui, j'avais promis à Wake la semaine dernière que si les Vikings gagnaient cette semaine, je le mettrais dans le top. Et de toute façon, je l'aurais mis dans le top cette semaine parce que moi, je craignais beaucoup parce que je me disais, attention, face à une bonne défense, on l'a vu avec les Cardinals, il a tendance à paniquer. On l'avait un petit peu vu sur son entrée contre les Falcons où il concède un safety très rapidement. Et donc, oui, la défense des Saints, elle est quand même réputée pour mettre un peu de pression. Et puis, les cornerbacks, c'est quelque chose. Il avait montré des difficultés à lancer, notamment sur ses receveurs en jeu profond. Avec les Cardinals, il avait commis pas mal d'interceptions là-dessus. Il jouait beaucoup sur ses tight ends. Il s'est reposé à nouveau sur son tight end star, Hawkinson, et c'est bien normal. On aurait fait pareil à sa place. Faudra voir ce que ça donne avec le retour du Justin Jefferson. Mais là, dans ce style de jeu-là, et notamment avec, il faut le souligner, une ligne offensive qui a très très bien tenu la route. Et quand on lui donne un petit peu de temps, eh ben, il est moins paniqué, il a plus le temps de jouer, et donc il a fait un bon match, très bon match, cette semaine pour Josh Dobbs. Voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, je parlais de la course au playoff, et ben attention, c'est Vikings hein, qui a priori sont en lice pour récupérer le dernier spot de la conférence NFC. Numéro 4, j'ai placé Kyler Murray. J'ai pas mon maillot des Cards, il est au sale. J'ai pas mon maillot des Cards pour parler de Kyler Murray, mais alors, il y a quand même des choses à revoir. On va parler du négatif dans un premier temps. Je vais donner ses stats. Il a 19 sur 32, 249 yards, pas de touchdown lancé, une interception et 34 yards, c'est 33 yards, pardon, et un touchdown à la course. Donc, ceci étant dit, en effet, au niveau des stats purs, c'est pas si exceptionnel que ça. Il y a notamment en première mi-temps un touchdown qui doit être lancé pour Hollywood Brown. C'est un peu la faute des deux, si vous voulez. Le ballon est, comment dire, overthrown, donc lancé trop fort, trop loin, par Murray. Je trouve quand même sur cette action que Marquise Brown est un peu lent au démarrage, ce qui fait que Murray lance en fait là où il aurait dû se trouver plutôt que là où il va se trouver. Du coup, il fait tout ce qu'il peut pour essayer de ramener le ballon, mais c'est quand même un peu trop loin, donc c'est un peu la faute des deux. Un peu trop lancé trop fort, et en mettant un peu plus de peps au démarrage, il aurait pu faire quelque chose, Marquise Brown. Donc voilà, il y a un peu des ratés comme ça. L'interception, elle est très 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 vilaine. Voilà, clairement pas lancée dans le bon tempo du tout, donc elle est vraiment pas belle. Mais à côté de ça, bah voilà, c'est la magie, c'est lancé lointain. Même quand la ligne prend un petit peu l'eau, et ben on le voit, il danse comme il fait. On dirait pas qu'il revient d'une fracture des ligaments croisés antérieurs, d'une rupture pardon des ligaments croisés antérieurs. Il danse, il parcourt. Je crois qu'il y a la fameuse action dans le quatrième quart-temps où on est en 3e et 10, il manque de se faire saquer, il échappe au sac, il part en arrière, puis il revient, puis hop, il voit l'ouverture, et du coup il court pour aller chercher la première tentative. Sur cette action-là, je crois qu'il a parcouru en tout 70 yards pour un gain de seulement 10 yards, mais qui offre la première tentative. Derrière, on aurait pu dire, bon, bah là, on va jouer le field goal, on va jouer manger le chronomètre, etc. Il prend sa chance, il trouve une nouvelle passe profonde pour Trey McBride qui a fait un super match à plus de 100 yards. De toute façon, ça devrait continuer à bien se passer parce que Kyler Murray, il aime ça, il aime jouer sur ses tight ends. On l'avait vu avec Zach Ertz, on le voit avec Trey McBride. En plus, le corps de receveur est un poil limité. Il y a eu des débuts de petites choses avec Wilson, le Michael Wilson, le rookie. Si cette connexion elle se développe bien, ça peut faire quelque chose. Après, on voit de toute façon le problème des Cardinals. Il y a 2 ans, on s'était moqué des Jaguars qui avaient mis le paquet pour récupérer Christian Kirk à l'intersaison. Et nous, on s'était dit, bah, c'est pas très grave, on a perdu le receveur numéro 2, on le remplace en interne avec Rondale Moore. Finalement, on avait vu que ça manquait quand même, quand Hopkins n'était pas là, ça manquait beaucoup ce receveur numéro 2 qui était Kirk, qui s'est mué en receveur numéro 1 du côté de Jacksonville. Et puis là, on a perdu DeAndre Hopkins, et puis on se dit, oh, on va le remplacer par Marquise Brown. Bah, on voit que c'est pas tout à fait ça. Donc il manquerait peut-être un gros receveur d'envergure. Moi, je croise les doigts pour qu'on le récupère l'année prochaine. Évidemment, j'ai envie d'avoir Marvin Harrison du côté des Cardinals. Voilà, il fait ce qu'il peut avec un corps limité, mais bon, il a fait un bon match pour son retour. Très bon match et la victoire. Ça sera plus compliqué cette semaine. Il va y avoir des matchs très compliqués dans le calendrier à venir. Je crois qu'il nous reste à jouer, notamment Philadelphie, les Seahawks et les Niners.
Voilà, ce sera pas si facile que ça, mais bon là, que dire à part bravo, hein, j'ai réclamé son retour depuis des mois. Je suis très content qu'il soit revenu. Il a l'air en forme, il a l'air efficace malgré quelques petites scories encore. Je pense que ça peut se corriger ça. De toute façon, il a toujours été enclin un petit peu à ça, hein. Il achète toujours de temps en temps des petites interceptions, ballot quoi, par-ci par-là, un peu dommage. Donc voilà, faut qu'il arrive à corriger ça, mais il a l'air de bien s'entendre avec son équipe. Il a vraiment mené l'équipe en capitaine. Je pense que ça peut bien coller avec Jonathan Gannon. De toute façon, ça peut pas être pire que Cliff Kingsbury. Je rajoute une petite couche parce que on ne dira jamais assez à quel point Kingsbury est mauvais. D'ailleurs, j'ai fait une remarque, je crois que je l'ai pas dit hier, dans quand ils seront morts tous dans très très longtemps, hein, évidemment, on leur souhaite pas, mais je pense qu'il y a une place spéciale en enfer où il y aura une équipe qui sera coachée par Arthur Smith, le coach des Falcons, avec Cliff Kingsbury en coordinateur offensif et Ron Rivera, le head coach de Washington en coordinateur défensif. Et les gens qui auront commis les pires crimes seront condamnés à regarder ces matchs de cette équipe jusqu'à la fin des temps. Voilà, non mais bon, voilà, donc faut dire ce qui est. De toute façon, ça peut pas être pire. On va voir ce que ça donne. On laisse un petit peu de temps, mais en tout cas, très beau retour de Kyler Murray et on lui souhaite que ça continue. Il y en a quand même 3 qui ont été meilleurs pour moi cette semaine. Numéro 3, j'ai placé Jared Goff. Jared Goff à 23 sur 33, 333 yards, au moins c'est régulier. 2 touchdowns, pas d'interception. On l'a dit, hein, j'ai parlé de Justin Herbert tout à l'heure. C'est un match où les défenses n'ont pas existé. Et du coup, voilà, les attaques sont données à cœur joie. Et Jared Goff, quand il est comme ça, quand on lui donne du temps, quand on lui demande pas de jouer au sauveur, mais quand on lui demande de gérer le match, eh ben, il sait très bien le faire. En plus, il est très très bien coaché. J'adore Dan Campbell. Euh, Moore, le coordinateur offensif, ça se passe très très bien également. Il y a vraiment un super coaching staff dans cette équipe de Détroit. L'attaque, la ligne offensive, c'est une des meilleures de la ligue. Et donc, il a tout le temps, il est dans un fauteuil. Alors, toute proportion gardée par ailleurs, hein, ça reste la NFL avec des défenses acharnées en face. Mais voilà, la ligne offensive joue très très bien. Il est dans un fauteuil. Ça se passe super bien avec Amon-Ra St. Brown. Ils ont signé, on l'a pas encore trop vu, mais ils ont signé, comment il s'appelle, People Jones, qu'ils ont récupéré de Cleveland. Donc pourquoi pas une option supplémentaire derrière Reynolds, etc. Peut-être que ça manque d'un receveur numéro 2, mais est-ce qu'il y a vraiment besoin quand on a, pareil, Sam Laporta, bon là, ce match-là, pas tellement, mais il fait une très bonne saison. On a vu un touchdown de l'autre tight end, Wright. Donc bon, tout roule pour cette attaque des Lions, super performance de Jared Goff, et on les retrouvera très certainement en playoff. Numéro 2, j'ai placé Brock Purdy, le retour gagnant, 19 sur 26, 296 yards, 3 touchdowns et pas d'interception. Et ben voilà, ils ont profité de leur bye week, ces Niners. Ils sont revenus au niveau qui était le leur avant. Ils ont écrasé les Jaguars. Brock Purdy, on lui demande qu'une chose, c'est de pas faire d'erreur et de faire tourner cette attaque en faisant briller les skill players qui est autour de lui. Et c'est ce qu'il fait. Deebo Samuel revient, il est exceptionnel. Il y a un touchdown de Brandon Ayuk. Kittle qui marque un touchdown exceptionnel également avec il se débarrasse de son défenseur sur une réception et derrière il fait une grosse course pour le touchdown. Voilà, bon, Christian McCaffrey n'a pas marqué de touchdown cette fois, mais encore une fois, c'est le meilleur running back de la ligue. Donc cette attaque, elle est remplie de skill players et donc Brock Purdy, on lui demande juste de pas faire d'erreur, de pas faire perdre son équipe. Et quand il l'a fait pas perdre, et même mathématiquement, il l'a fait sûrement gagner. Et là, il n'a pas eu de problème. Ils ont fait un très bon match. Et on verra si on a retrouvé les Niners du début de saison ou s'il y aura des petites limites. Mais franchement, super match. En défense également, ils ont été partout. Ils n'ont pas arrêté d'harceler Trevor Lawrence. Chase Young a apporté dès son arrivée. Nick Bosa retrouve un peu d'allant. Franchement, super match des Niners, super match de Brock Purdy, bravo lui. Et numéro 1 de ce top 10 de la semaine, eh ben, j'ai placé Dak Prescott, évidemment, 26 sur 35, 404 yards, 4 touchdowns, une interception, plus un touchdown à la course. Oui, parce qu'il ne faut pas minimiser. D'accord, c'était en face les Giants qui sont un peu à l'agonie, qui font plus grand-chose cette saison. Mais voilà, bah, il n'empêche qu'il fait son match. Alors oui, on pourrait toujours lui reprocher de lui dire bah il fait ça face aux mauvais adversaires, mais dès que ça score, dès que tu joues les Eagles ou quoi, c'est plus compliqué. Il avait quand même fait un super match contre les Eagles malgré la défaite.
Et c'est pas parce que c'est les Cowboys et qu'ils sont supposés rouler sur les Giants qu'il faut sous-estimer la performance de Dak Prescott. Il a fait un très bon match, super match. Ça a même permis à Cooper Rush de rentrer en fin de match tellement l'avance était importante. Et donc, bravo à ces Cowboys. CeeDee Lamb, il marche sur l'eau, il est exceptionnel. Ferguson également, il n'y a qu'un truc qui ne va pas dans cette attaque des Cowboys finalement, c'est le jeu de course. Tony Pollard n'arrive pas à remplir ce rôle de numéro 1 qu'il a récupéré depuis le départ de Zeke Elliott. Mais bon, pour l'instant, il n'y a pas besoin, mais à un moment donné, si on en a besoin un peu plus tard quand ça va se corser, attention, c'est le petit bémol que je mets sur l'attaque des Cowboys, mais sinon, ça roule, il n'y a aucun problème. On en reparlera. Et c'est peut-être possible qu'on en parle sur l'émission draft aussi, de la position de running back, parce que Dallas aime bien tenter ce genre de choses-là. On verra, c'est dans longtemps. Il va se passer plein de choses d'ici là. Et ben voilà, c'est la fin de cet épisode de Franchise QB. Je vous remercie à tous de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me faire vos retours, à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, de ce top. Est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord? Je vous rappelle le top 10 vite fait. 10e Samuel, 9e Geno Smith, 8e Justin Herbert, 7e CJ Stroud, 6e Baker Mayfield, 5e Joshua Dobbs, 4e Kyler Murray, donc Elito d'amour, 3e Jared Goff, 2e Brock Purdy et 1er Dak Prescott. Voilà, n'hésitez pas à me faire vos retours, dites-moi en commentaire, réseaux sociaux, Facebook, Quentin Boussari, Twitter ou X, @QBoussari, BOU2SARIE. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça, vous êtes d'accord, il y a d'autres joueurs que vous auriez vus, faites signe, dites-moi, et puis à me faire signe si vous voulez participer avec moi à un débrief, c'est toujours plus sympa quand on est deux ou plus, quand on est plusieurs pour débriefer les matchs ensemble. Merci à tous de m'avoir suivi aujourd'hui et je vous redonne rendez-vous à la semaine prochaine pour le flop et le top de la semaine 11 de NFL. Merci à tous, bye bye.